Cette semaine, dans le cours de l'histoire, témoigner de son temps par ses écrits intimes et par sa correspondance ou par son journal, des frères Goncourt à Madame Roland, des lettres de soldats pendant la guerre à celles des civils, comment ces documents reflètent l'esprit de leur auteur et aussi celui de leur temps. Et aujourd'hui, nous allons parler des Goncourt. Ah, les frères Goncourt, en fait, nous les connaissons tous, parce qu'il y a le prix Goncourt, il y a l'Académie Goncourt, puis il y a ce journal des Goncourt. Mais les connaissons-nous vraiment? Nous allons demander à son biographe. Bonjour Pierre Ménard. Bonjour. Vous êtes le biographe des Goncourt avec un livre intitulé Les infréquentables frères Goncourt, paru chez Talandier, donc un ouvrage drôlement documenté, très riche. C'est vrai que travailler sur des auteurs qui ont publié leur journal où ils écrivaient au quotidien 1000 détails, le travail difficile pour le biographe est de comprendre l'ensemble. C'est pas de trouver des informations, on n'est pas sur la constitution d'une vie d'un inconnu. Là, on les connaît très très bien. Quel était l'angle en fait choisi? Parce que vous l'avez intitulé Infréquentables frères Goncourt, votre ouvrage. C'est ce qui vous a marqué le plus? C'est ce qui m'a marqué le plus, ce sont deux terribles personnages extrêmement méchants, des teignes qui disent du mal de tout le monde, de leurs amis, de leurs ennemis, de leur famille. Ils vont toujours avoir un mot méchant, un portrait au vitriol. Par exemple, quand il parle de Renan avec qui il dîne, il parle d'une tête de veau qui a des rougeurs et des callosités de fesses de singe. Il se moque de Lecomte de Lille, dont la voix ressemble à une tranche de melon que l'on couperait avec un couteau. Donc toujours de la méchanceté. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement de sortir de cette image qu'on avait aussi et d'essayer de leur restituer leur place dans le paysage littéraire. Oui, c'est ça qui est essentiel avec les Goncourt, c'est que les Goncourt sont synthétisés en une expression, les frères Goncourt, ce sont déjà deux personnages et qui ne sont pas identiques, et puis les Goncourt sont réduits alors à leur prix ou à leur journal, mais sous le côté vitriol. Il n'y a pas que ça, c'est ce qui est intéressant aussi avec les Goncourt, il y a toute une œuvre, le journal s'inscrit dans un ensemble d'écrits, il y a des romans par exemple, ces romans sont intéressants. Oui, c'est ça, c'est un corpus très riche, c'est-à-dire que les frères Goncourt, c'est un peu comme Coca-Cola. Donc tout le monde connaît leur nom par le prix Goncourt, qui est le prix le plus prestigieux en France et un des plus prestigieux dans le monde, un des premiers prix littéraires aussi. En revanche, on connaît très mal ceux qui se cachent derrière. Et il y a effectivement deux hommes, Edmond de Goncourt, qui est né en 1822 sous Louis XVIII, et Jules de Goncourt en 1830 sous Louis-Philippe, qui vont écrire à quatre mains et qui vont faire une œuvre vraiment protéiforme. On trouve des romans, dont on reparlera sans doute après, mais des romans qui ont lancé le mouvement naturaliste. On trouve des livres historiques, dont certains sont très bons, des biographies, tout un travail sur l'art du XVIIIe siècle, et puis bien sûr, leur journal. Et bien sûr leur journal, mais leur journal qui n'est pas lu au moment de leur vie. En fait, ce qu'ils mettent en avant, ce sont leurs romans. Vous avez évoqué, Pierre Ménard, ce mot des romans naturalistes. Alors, il faut rappeler que c'est vrai que pour les Goncourt, la période durant laquelle ils écrivent, ça correspond au Second Empire. Nous sommes dans les années 1850, 1860. Et en faisant ce type de roman, il propose quelque chose qu'on ne peut pas vraiment appeler d'avant-garde, qui est différent en tout cas, qui se démarque dans le champ littéraire du moment. Oui, complètement. Les Goncourt, en fait, ont commencé par vouloir être artistes, c'est-à-dire peintres. Ils ont eu la chance d'hériter, en fait, assez jeunes, d'être à la tête d'une fortune qui leur permettait d'être rentiers. Artistes, ils font un voyage, ils se promènent dans le sud de la France, ils arrivent en Algérie, qui a été rattaché depuis 20 ans à la France, et puis à côté de leur dessin, ils commencent à prendre des notes. Et petit à petit naît une vocation d'homme de lettres, qui commence par des pièces de théâtre, qui sont refusées par les théâtres et par les romans. C'est leur premier roman, en 18, qui est assez catastrophique d'ailleurs. On y trouve un peu tout. C'est construit autour d'une histoire d'amour entre un homme et deux femmes, dont une qui est plus ou moins espionne, mais on trouve de tout et de rien. On trouve une recette de potage, des lettres inédites de Madame de Maintenon, des bûches qui parlent dans une cheminée, des titres de chapitres complètement cabalistiques. Donc échec total pour ce roman. Mais qui va leur donner envie quand même de continuer là-dedans et d'apporter quelque chose de complètement neuf. En fait, leur idée dans les romans va être d'aller au-delà de l'analyse que Balzac faisait de la société, c'est-à-dire de montrer aussi tout ce que la société a de plus noir, de plus sale, mais sans juger. Et donc, petit à petit, ils vont disséquer différents thèmes. Ça va être l'hôpital, la bourgeoisie, les artistes, les hommes de lettres. Et puis, le roman dont vous parliez au début, Germigny Lacerteux, qui sera vraiment un tournant dans l'histoire du roman en France.
Oui, parce que ce roman paru en 1865 est repéré par Émile Zola. Alors Émile Zola n'est pas encore l'écrivain des Rougon-Macquart. Il publie les Rougon-Macquart après le Second Empire, à partir des années 1870. Mais avec ce roman des frères Goncourt, c'est vrai qu'on a quelque chose qui correspond en fait à un air du temps général que l'on va retrouver en peinture chez Courbet. On va retrouver ce désir de s'approcher d'une noirceur de la vie ou d'une réalité de la vie, de la nature. C'est le naturalisme. Et les Goncourt ont vraiment cette démarche-là, cette démarche littéraire d'aller jusque-là, voir la réalité du peuple. Exactement. En fait, si on raconte l'histoire de Germigny Lacerteux, elle est assez intéressante. Donc les Goncourt ont décrit différentes classes sociales. Ils ont raconté l'hôpital, ils ont raconté la bourgeoisie. Et puis, en 1862, il leur arrive une aventure peu commune. Depuis qu'ils sont tout petits, ils sont veillés par la même bonne, qui s'appelle Rose Malingre. Bon, une femme qui apparaît ça et là dans leur journal, mais sans grande importance, qui vient les border tous les soirs, alors que Edmond, à près de 40 ans, elle vient lui faire un baiser sur le front tous les soirs. Et puis, cette bonne tombe un jour malade. Ils essaient de la soigner, elle meurt, et au moment où elle meurt, leur maîtresse au singulier, puisqu'ils partagent la même maîtresse, on aura peut-être l'occasion de revenir sur la façon dont ils traitent les femmes, leur maîtresse leur apprend qu'en fait, cette bonne avait une double vie. C'est-à-dire qu'en fait, pendant des années, elle les a volés, elle leur a menti, elle était nymphomane, elle a eu des enfants avec toutes les personnes du quartier, elle a fait des fausses couches, d'autres enfants qu'elle a abandonnés. Et les Goncourt, qui vivaient quand même avec elle 24 heures sur 24, qui ne la quittaient jamais, tombent complètement des nues en apprenant ça. Et ils se disent finalement, on est romancier, c'est un excellent sujet de roman. Et donc, ils décident de raconter la vie de cette femme, justement, sans parti pris, sans chercher à faire de la morale en disant, regardez, le peuple est alcoolique, le peuple est méchant. Non, leur idée, c'est vraiment de raconter la vie de cette bonne et d'essayer de comprendre tous les mécanismes qui ont fait qu'elle a pu devenir, justement, voleuse, alcoolique, nymphomane, alors qu'au départ, c'était une bonne paysanne qui jouait avec eux gentiment. Il y a vraiment cette volonté-là chez les Goncourt et puis chez d'autres autour d'eux de comprendre la société. Et leur journal est rédigé en même temps qu'ils font leur roman. Il y a quelque chose qui est en parallèle en fait dans leur analyse de la société. À partir de quel moment commencent-ils à écrire leur journal ? Alors leur journal, il commence de manière un peu opportune en fait. Il commence le 2 décembre 1851, au moment du premier coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Les Goncourt sont en train de s'endormir tranquillement ce soir-là. Ils préparent la sortie de leur premier roman, tout enthousiastes, et puis on vient les réveiller au milieu de la nuit et on leur apprend que un coup d'État est en cours. Jules de Goncourt à ce moment-là note le récit de sa journée. Qui est assez comique parce que ils sont complètement dépassés par les événements alors que tout le monde se bagarre dans Paris. Ils sont à la recherche d'affiches qui annoncent la parution de leur roman. Et puis petit à petit en fait l'habitude va se prendre. Ils continuent à noter les événements plus ou moins importants qui leur arrivent et au bout de quelques années, ça va devenir un rituel complètement quotidien avec une volonté derrière. En fait, les Goncourt, en plus d'être romanciers, ont été historiens et en tant qu'historiens, ce qu'ils ont voulu faire, c'est de l'histoire sociale, c'est-à-dire retracer la vie de la société, la vie des gens de tous les jours, pour en donner un aperçu concret. Et des recherches qui se basaient essentiellement sur des archives, mais aussi sur des témoignages, des lettres. Et parmi les lettres et les témoignages qui ont été lus, il y avait ceux de Bachaumont, les mémoires de Bachaumont, un critique d'art du XVIIIe siècle, qui n'a en fait jamais écrit ses mémoires. C'est un texte apocryphe, mais ça les Goncourt ne le savent pas encore. Et en lisant ses mémoires, en fait, ils découvrent le XVIIIe siècle sous un jour complètement nouveau. Vraiment comme s'ils y étaient. Et ils décident donc de faire exactement la même chose pour leur époque. Donc de raconter la vie de deux hommes de lettres du XIXe siècle, leur vie personnelle et puis aussi toutes les rencontres qu'ils font, parce qu'ils ont une vie mondaine, littéraire, qui est extrêmement riche. Et donc ils décident de laisser un témoignage de cette époque à travers le journal et à travers les romans. Eh bien, cette origine du journal des Goncourt, nous la situons au 2 décembre 1851, quand le président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, fait un coup d'État pour prolonger un tout petit peu son mandat. Il n'est pas encore Napoléon III. Je vous propose, Pierre Ménard, d'écouter la lecture de l'ouverture du journal des Goncourt. Oui, le journal des Goncourt qui nous est lu ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture par Daniel Koenigsberg. Au jour du jugement dernier, quand les âmes seront amenées à la barre par de grands anges qui, pendant les longs débats, dormiront à l'instar des gendarmes, le menton sur leurs deux gants d'ordonnance, et quand Dieu le Père
En son auguste barbe blanche, ainsi que les membres de l'Institut le peignent dans les coupoles des églises, quand Dieu m'interrogera sur mes pensées, sur mes actes, sur les choses auxquelles j'ai prêté la complicité de mes yeux ce jour-là, hélas, Seigneur, répondrai-je, j'ai vu un coup d'État. Mais qu'est-ce qu'un coup d'État? Qu'est-ce qu'un changement de gouvernement pour des gens qui, le même jour, doivent publier leur premier roman? Or, par une malchance ironique, c'était notre cas. Le matin donc, lorsque, paresseusement encore, nous rêvions d'édition à la Dumas père, claquant les portes, entrait bruyamment le cousin Blamont. Ainsi devant garde du corps, devenu un conservateur poivre et sel, asthmatique et rageur. « Nom de Dieu, c'est fait !» soufflait-il. « Quoi, c'est fait ?»« Eh bien, le coup d'État !»« Ah, diable ! Et notre roman dont la mise en vente doit avoir lieu aujourd'hui ?»« Votre roman. Un roman. La France se fiche pas mal des romans aujourd'hui, mes gaillards. » Le journal des Goncourt, lu par Daniel Königsberg, dont c'est la lettre du 2 décembre 1851 sur l'ouverture du journal des Goncourt. Pierre Ménard, nous sentons déjà qu'il y a une liberté de ton dans ce journal qui est complètement compréhensible. C'est-à-dire que nous avons un écrit qui est destiné à rester privé. Ce n'est pas du tout comme un roman. L'on constate vraiment cette différence de ton entre l'œuvre des Goncourt qu'ils font publier, puis cette œuvre, le journal, qu'ils gardent pour eux. Oui, complètement. Alors, il y a toujours une volonté chez eux quand même de choquer dans leur roman. Dans la préface de Germiny Lasserteux quand même, les deux frères disent qu'il faut mépriser le public, le violer, que le public c'est de la boue qu'on pétrit. Donc il y a toujours quand même cette volonté d'aller un peu choquer le bourgeois. En revanche, effectivement, le journal, quand ils l'écrivent, est destiné à une publication posthume, a priori. Ils savent pas trop quand ils vont le publier, mais ce sera après leur mort, ce qui leur permet d'avoir une grande liberté de ton et de rencontrer des gens comme Flaubert, George Sand, de leur envoyer des lettres mielleuses, d'être très amis avec eux, et puis d'écrire des horreurs sur eux après dans le journal. Le grand scandale, en fait, c'est que en 1885, quand Edmond sera au soir de sa vie, il va commencer à publier ce journal en expurgeant les passages les plus méchants, mais quand même en créant un énorme scandale. Oui, alors ça, c'est une histoire à part entière, l'histoire du journal des Goncourt. Pierre Ménard, quand les Goncourt commencent à écrire leur journal, il y a tout de suite l'idée que c'est une œuvre destinée à être publiée. Nous ne sommes pas du tout dans le journal intime où ils se parlent à eux-mêmes. Il y a vraiment une vision beaucoup plus large et lointaine. Il y a une vision qui est effectivement d'arriver à restituer la société, et puis en creux ça a quand même quelque chose du journal intime, qui est une volonté en fait de aussi brosser leur portrait avec une particularité qui est que d'habitude dans leur mémoire les gens essaient de se faire plus grands qu'ils ne sont en réalité, et les Goncourt à l'inverse, d'où d'ailleurs leur mauvaise réputation sans doute après, vont vraiment se faire aussi peu de cadeaux qu'ils n'en font aux autres. C'est-à-dire qu'ils vont toujours se montrer méchants, réactionnaires, misogynes, misanthropes, vraiment sous leur plus mauvais jour à chaque fois. Donc c'est ça qui le rend aussi intéressant. Alors ce journal des Goncourt est un reflet du monde littéraire, celui fréquenté par les Goncourt, et c'est vrai que nous avons la chance de croiser toutes ces grandes figures qui font partie de notre patrimoine. Alors, on n'arrêterait jamais, mais de Théophile Gautier à Flaubert, ils sont tous autour des Goncourt. Et pour la construction de ce journal, effectivement, ils ne peuvent pas publier, sinon ils vont se faire tout de suite rejeter par ce monde-là. En fait, il y a un double jeu dans la vie des frères Goncourt. Se montrer sympathique en public, et puis juste le soir, en rentrant à la maison, tout balancer sur leur journal. Oui, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un vrai décalage. Quand on lit les témoignages de leurs contemporains, on voit que tout le monde les trouve extrêmement sympathiques, a envie de passer du temps avec eux, mais ils remarquent tous une chose quand même, qui est un regard extrêmement étonnant, comme s'ils voulaient imprimer dans leur tête tout ce qui était en train de se dire. Et ça, plusieurs personnes le disent, notamment Flaubert par exemple, qui accusera à un moment Edmond de noter sur ses manches de chemise tout ce qu'il est en train de dire. Et il ne croit pas si bien dire, parce qu'effectivement, dès qu'il est rentré chez lui, ou dès qu'ils sont rentrés chez eux, les Goncourt notent tout ce qu'ils viennent d'entendre, avec justement cette volonté de laisser un témoignage le plus pur à la postérité, et donc d'écrire, quand ils rapportent des propos, sans aucun effet de style, un peu comme des sténographes. Donc ça donne vraiment parfois des dialogues comme au théâtre, où tout est noté tel que ça a été prononcé.
Avec un vrai duo, hein, un vrai duo d'écriture, parce que il faut le rappeler, ce duo de frères, c'est vrai qu'on les associe tellement qu'on les imagine jumeaux, ils sont pas du tout jumeaux, il y a même énormément d'écart, ce ne sont pas les deux mêmes bonhommes, d'ailleurs ils ont des tempéraments très différents, mais ils ont une complicité absolue autour de leur journal. Exactement. C'est vrai qu'on dit les Goncourt, on en fait une entité, et eux sont beaucoup pour ça. Il faut voir que Jules, qui est né en 1830, est mort en 1870, et qu'Edmond est beaucoup plus âgé, il a 8 ans de plus, né en 1822, il mourra en 1896. Et donc, de 1870 à 1896, les œuvres des Goncourt sont en fait les œuvres d'Edmond de Goncourt. Mais lui-même voudra jouer là-dessus en continuant à appeler son journal le journal des frères Goncourt, alors qu'il est le seul à le tenir. Et effectivement, en termes de méthode littéraire, c'est très particulier. C'est un couple qu'ils forment, ils ne se marieront jamais, ils vont toujours vivre ensemble, ils vont partager leurs appartements, leurs livres, leurs idées, et même leur maîtresse, et former vraiment quelque chose de complètement fusionnel. Et ce qui est drôle, c'est que ce sont deux frères qui sont vraiment complètement dissemblables, complètement opposés. D'un côté, on a Jules qui est petit, assez frêle, assez fragile, très spirituel, très cassant, très jovial aussi. Tout le monde aime le rencontrer parce qu'il est toujours drôle, de bonne humeur. Et de l'autre, on a l'exact opposé. Edmond qui est très grand, très massif, un peu bourru, extrêmement timide, assez mélancolique en fait. Et malgré ça, malgré ces tempéraments qui sont diamétralement opposés, ils ont, c'est ce qu'ils disent en tout cas, exactement les mêmes idées. Donc ils vont toujours écrire à quatre mains, et puis ils racontent, alors ils brossent une statue d'eux comme si c'était un couple de frères siamois, que par exemple ils se promènent dans un jardin et qu'ils ont envie de faire pipi sur le même chou au même moment. Oui, alors ce qui est particulier toujours, mais il y a quelque chose d'étonnant effectivement dans leur choix de vie, de vivre à deux, alors sans jamais se marier, bon pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui a dû étonner les contemporains de voir ce couple de frères. Et quel était ce rapport particulier qu'ils entretenaient avec les femmes ? Oui, alors il y a quelque chose d'extrêmement bizarre dans les Goncourt avec les femmes, c'est qu'on a une dichotomie complète. On a d'un côté la femme du XVIIIe siècle, alors là, c'est une sainte. Ils en parlent comme si elles étaient vivantes. George Sand raconte ça notamment. Il raconte qu'ils viennent de quitter la duchesse de Châteauroux pour leur livre. Et donc la duchesse de Châteauroux qui est morte depuis bien longtemps, c'est pour leur recherche. Mais vraiment, ils en parlent comme s'ils l'avaient quittée la veille. Et donc la femme du XVIIIe siècle, quelle qu'elle soit, ça peut être une maîtresse de Louis XV, ça peut être une reine comme Marie-Antoinette, ça peut être une comédienne. C'est toujours une femme qui est libre, qui est cultivée, qui est drôle, qui est intelligente. Vraiment la femme parfaite. Et puis de l'autre côté, on a la femme incarnée, celle qu'ils ont en face d'eux, la femme du 19e, qui là pour le coup, ils en disent pique-pendre, c'est vraiment une horreur absolue. Donc ils appellent ça un alambic à urine et à merde, la plus belle et la plus admirable des pondeuses et des machines à fécondation. Donc vraiment quelque chose qui ne sert qu'à se reproduire, une sorte de vase à liqueur séminale. Ce qui ne les empêche pas évidemment d'avoir envie de temps en temps de rencontrer une femme. Alors ils comparent la chair des femmes à celle d'un poulet qui serait mort depuis une semaine. Ils racontent que les chrétiens sont très reconnaissants à Dieu d'avoir donné au sexe de la femme l'odeur qu'il donne à la crevette 11 jours après sa mort. Donc de temps en temps effectivement ils vont faire des choses avec des femmes et puis ils s'en repentent après. Et si on essaie de comprendre pourquoi une telle misogynie, parce qu'après c'est non seulement ils la voient comme ça, mais en plus ils pensent qu'elle est complètement stupide. Ils disent par exemple qu'on parle à une femme, on lui dit des phrases en sachant qu'elle ne comprend pas et comme on parlerait à un chien ou à un chat. Et si on essaie de comprendre pourquoi, on a la clé dans leur roman. En fait, dans leur roman, à plusieurs reprises, l'artiste, quel qu'il soit, ça peut être un peintre, un écrivain, tombe sur une femme et à cause de cette femme, il va chuter, il va abandonner son art. Parce que pour eux, la femme, c'est un animal, je cite aussi, religieux et bourgeois, qui va vivre la passion de l'artiste comme une maîtresse, comme une rivale, et elle va à tout prix chercher à satisfaire son bien-être matériel, donc à lui faire gagner de l'argent, et donc l'arracher à son art. Et donc pour eux, un artiste, et ils se vivent vraiment comme des artistes, doit refuser la compagnie des femmes. Alors Pierre Ménard, c'est très fort ce que l'on entend parce que déjà il y a une qualité dans cet exercice difficile qui est l'écrit au vitriol et l'humour noir. Non, mais ils sont très forts aussi. Et puis il y a quelque chose presque de psychologique dans ce rapport aux femmes. Ça c'est factuel et même dans leur rapport aux autres, pour dire du mal de tant de gens, et surtout en étant gentils d'apparence, il y a quelque chose de compliqué en fait dans leur construction mentale. Est-ce que le biographe ose aller chercher des explications sur le fonctionnement des Goncourt ?
C'est toujours un exercice compliqué, effectivement, quand on lit le journal. Alors, j'avoue qu'avec nos mauvais penchants, on trouve ça toujours très drôle à lire quand on voit des portraits au vitriol. Mais quand même, ça interroge aussi. On se dit, par exemple, Flaubert, à qui ils écrivent des lettres vraiment dithyrambiques, ils sont très amis avec lui. Derrière, ils vont écrire des horreurs sur lui. On se dit, mais pourquoi, comment ils peuvent être gentils avec lui et penser de telles horreurs après? Je pense qu'une des explications, c'est lié à leur peu de succès en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent énormément, qui vont passer des années à concevoir leurs romans pour essayer de disséquer la société, qui fréquentent les plus grands écrivains de leur temps. On le voit, Flaubert, Zola, Théophile Gautier, plus tard Alphonse Daudet. Donc, ils rencontrent énormément d'écrivains qui ont tous beaucoup de succès, qui sont tous relativement reconnus, et eux sont les seuls que les journaux descendent à chaque fois. Par exemple, Barbey d'Aurevilly les traite de sergent Bertrand de la littérature. On a oublié un peu qui était le sergent Bertrand, ce qui est pas plus mal, mais c'est quelqu'un qui allait déterrer des cadavres au cimetière pour les violer après. Donc, du début à la fin de leur carrière, ils sont vraiment descendus en flèche par la critique, et je pense que c'est ça qui a aussi alimenté leur misanthropie. Eh bien justement, un exemple de cette misanthropie, nous évoquions Flaubert, un extrait du journal des frères Goncourt daté du 28 décembre 1862, une lecture de Daniel Königsberg. Flaubert n'a aucun sens artistique. Il n'a jamais acheté un objet d'art de 25 sous. Il n'a pas, chez lui, une statuette, un tableau, un bibelot quelconque. Il parle pourtant d'art avec fureur, mais ce n'est que parce que littérairement, l'art est une note distinguée, bon genre, qui couronne un homme qui a un style artiste, puis c'est anti-bourgeois. Il a pris l'Antiquité à l'aveuglette et de confiance parce que là est le beau reconnu, mais trouver le beau non désigné d'un officiel, d'une toile, d'un dessin, d'une statue, saisir son angle aigu, pénétrant, sympathique, il en est absolument incapable. Il aime l'art comme les sauvages aiment un tableau en le prenant à l'envers. Daniel Königsberg qui nous lisait un extrait du journal des frères Goncourt le 28 décembre 1862 où les frères Goncourt s'en prenaient à Flaubert. Il y a quelque chose de terrible en fait dans ce qui est écrit. Est-ce que les contemporains savaient ce qui se passait? On s'en doutait, vous nous l'avez dit, Pierre Ménard, il y a comme ça la supputation qu'ils prennent des notes, mais est-ce que les gens imaginaient en fait l'ampleur de ce journal? Non, ça, effectivement, quelques personnes se rendaient compte qu'ils les observaient différemment, on les accusait plus ou moins, mais personne ne pouvait imaginer ça. Et en fait, à partir des années 1880, Edmond de Goncourt, donc qui se retrouve veuf, comme il le dit, puisque Jules est mort, seul, réfléchit à ce qu'il va léguer à la postérité. Il songe notamment à ce journal, en se disant qu'avec toutes les rosseries qu'il contient, il y aura toujours un ennemi, et plus encore un ami pour le jeter au feu. Et donc il commence à le montrer aux Daudet, en leur épargnant sans doute les passages qui les concernent et qui ne sont pas toujours très sympathiques. Et Alphonse Daudet est vraiment stupéfait par cette fresque du Second Empire, et il conseille à Edmond de rendre ça public. Et donc Edmond de Goncourt commence à se rapprocher de journaux, de quotidiens, comme Le Figaro et L'Écho de Paris, et à publier là-dedans les premiers volumes de ces journaux. Alors, une version qui est totalement expurgée, il laisse pour 20 ans après sa postérité, après sa mort, les passages les plus méchants. Et au départ, il reçoit plutôt des avis positifs, en fait, parce que on est dans les années 1880, il raconte des faits qui datent des années 1850, qui sont relativement oubliés, anciens, et donc plutôt pas mal de témoignages d'admiration. Mais au fur et à mesure des publications, justement, on se rapproche de plus en plus d'années qui lui sont proches, au point qu'à la fin, il publiera même à chaque fois l'année précédente. Et donc là, il commence à se faire énormément d'ennemis. Il parle par exemple de la maison des Zola comme la maison sans enfants, ce qui fait beaucoup de peine à la femme d'Émile Zola qui n'a jamais réussi à en avoir et qui va saccager la maison de l'éditeur d'Edmond de Goncourt en représailles. Même les Daudet sont furieux en apprenant qu'il parle de leur fille, qui est en plus la fille d'Edmond, comme un gigot de 7 livres. Donc pareil, elle se met à pleurer. Donc effectivement, on a de plus en plus de réactions hostiles au fur et à mesure de la publication. Et Proust, notamment, raconte dans sa jeunesse une visite chez la princesse Mathilde, où il croise Edmond de Goncourt, et tout le monde à chaque fois s'écarte de lui en ayant peur qu'il écoute les conversations, qu'il les rapporte, et surtout qu'il demande à être invité chez eux pour pouvoir rapporter toutes les horreurs qui s'y diraient.
les horreurs qui s'y diraient. Vous savez, Pierre Ménard, c'est une jolie expression pour couvrir une autre qui serait tout simplement langue de pute. Oui, langue de pute, c'est chantait Anne Sylvestre en 2003 dans le cours de l'histoire. Langue de pute. Ça. Et aujourd'hui, nous parlons des frères Goncourt avec vous, Pierre Ménard. Les frères Goncourt qui ont laissé leur journal, le journal qui reflète leur temps avec toute une démarche historique. C'est un élément essentiel et ça nous intéresse nous particulièrement dans cette émission, la démarche historique des Goncourt. Donc déjà, il faut dire qu'ils ont une œuvre d'historien. Alors d'historien du 19e siècle, sans doute avec des méthodes particulières, mais qui nous étonnent aujourd'hui parce qu'elles sont assez intéressantes. Dans leur regard qu'ils portent sur le passé, il y a des choses qui dénotent avec ce que faisaient les historiens du 19e siècle. Oui, complètement. Les Goncourt, en fait, après l'échec de leur premier roman, se sont tournés vers des monographies. Donc c'est un exercice qui était en vogue, qui était de faire le portrait d'un type. Donc eux, en l'occurrence, c'était la Lorette, donc les prostituées qu'ils rencontraient dans leur quartier rue Saint-Georges. Et puis à partir de ça, ils se sont dit, mais en fait, il faudrait qu'on fasse la même chose pour la société française au siècle précédent. Parce que les Goncourt se vivent vraiment comme des immigrés du XVIIIe siècle en pleine révolution industrielle. Et donc leur souhait, c'est de reconstruire cette société, d'arriver à en rendre compte. Et justement, avec des méthodes assez différentes des historiens, qui est que plutôt que de parler des grands faits, des grands hommes, des grands traités, eux, ce qu'ils vont faire, c'est une histoire sociale. Raconter la vie de tous les jours, la vie des gens du peuple, en fait. La vie de tout le monde. Et pour ça, une méthode qui va consister à faire un énorme travail sur les archives. Les archives qui, à l'époque, ne sont pas forcément classées, donc ils les trouvent un peu au petit bonheur la chance. Ils fréquentent aussi des antiquaires chez qui ils récupèrent des lettres, des correspondances, des mémoires. Et puis ils ont des phrases aussi en disant que une époque dont on n'a pas un échantillon de robe ou un menu de restaurant, on ne peut pas la connaître. Et vraiment, il y a cette volonté d'arriver à retranscrire la vie quotidienne. Ce qui donnera 2 grands livres notamment. L'histoire de la société française sous la Révolution, qui est assez plaisant à lire, et puis l'histoire de la société française sous le Directoire. Alors, qui est plaisant à lire aussi. Qui est agréable à lire aussi, qui aura peu de succès, mais qui est un de leurs bons livres. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est que en plus de cette démarche particulière, les Goncourt ont aussi une autre démarche parallèle qui est la réhabilitation de ce XVIIIe siècle. Pour eux, c'est vraiment le siècle idéal, celui où tout le monde est intelligent, tout le monde a de l'esprit, et surtout les gens comme eux, qui sont bien nés, qui sont drôles et qui sont cultivés, auraient occupé le firmament de la société. Alors ça, ils n'en ont aucun doute. Et donc, ce qui est drôle, c'est de voir que le XVIIIe siècle, qui est un peu fantasmé, le XVIIIe siècle, qui vont servir à recréer, c'est l'exact opposé, en fait, du XVIIIe siècle qui admire les grands penseurs de l'époque. Ce qui les intéresse, c'est pas justement Voltaire et Rousseau, l'esprit des Lumières, la naissance de l'individu, mais au contraire, une société qui est extrêmement hiérarchisée, qui est cloisonnée, avec un ordre social bien présent, le seigneur et ses paysans, et c'est ça qui vraiment leur plaît dans cette époque. Et donc, ils n'auront de cesse après, c'est un de leurs grands projets, mais qui sera avorté, de détruire la Révolution, et de montrer que c'est une enflure, une boursouflure, quelque chose qui est fait, alors je les cite, par des gens qui puent des pieds, des portiers, des monstres froids. Donc vraiment montrer que la Révolution a détruit un ordre social, et que finalement, ce qu'on appelle liberté, c'est un autre nom de l'esclavage. Que par exemple, le fermier général a disparu, oui, mais il a été remplacé par des banquiers. Le seigneur a disparu, mais il a été remplacé par des gros industriels. Et que donc finalement, le peuple ne s'est pas libéré, il est toujours esclave. Oui, on a des démarches de continuité qu'on va retrouver chez Tocqueville et chez d'autres auteurs. Et puis, il y a ce retour aux sources qui nous intéresse vraiment. Alors, le regard des Goncourt historiens, sur l'histoire sociale, sur l'importance des sources, des petites choses, n'a quand même pas d'écho majeur. En fait, les Goncourt ne sont pas des historiens reconnus de leur temps. Alors, pour leur premier livre, l'histoire de la société française sous la Révolution, ils reçoivent quand même un certain nombre de critiques positives dans les journaux. Le livre se vend peu, c'est 1000 exemplaires, mais c'est le score que fait Michelet au même moment. Michelet d'ailleurs dira qu'il les admire plutôt en tant qu'historien. C'est vrai qu'ils ont un beau style, ils ont une démarche intéressante, mais effectivement il y a toujours ce petit goût de l'anecdote et ce côté qu'on retrouve aussi dans leur journal de regarder par le petit trou de la serrure, et donc ils peinent quand même à brosser une fresque d'ensemble. Et par exemple ce premier livre qui s'appelle Histoire de la société française sous la Révolution, en fait ça concerne essentiellement la vie à Paris pendant cette période et encore pendant une partie de cette période de la Révolution. Donc effectivement si on cherche du sérieux scientifique, c'est pas chez les Goncourt qu'il faudra se tourner.
En revanche, on va trouver la même démarche entre le regard d'historien sur le XVIIIe siècle et puis leur journal. Ils observent tout et ils cherchent le détail. Pierre Ménard, je vous propose d'écouter Théophile Gautier. Oui, et ce matin, dans le cours de l'histoire, Daniel Königsberg est aussi Théophile Gautier dans ses portraits contemporains qui nous parlent les hommes et les femmes écrivains, les femmes parce que la princesse Mathilde est un personnage essentiel de cette histoire. Tout ce que nous pouvons lire dans le journal des Goncourt est quelque chose d'extrêmement incarné. C'est l'humain qui est au centre de leurs préoccupations. Nous sentons que nous sommes moins dans une écriture d'idées, une analyse de leur temps via les idées, plutôt qu'une analyse de leur temps par les personnages. C'est l'individu qui est essentiel dans leur écriture. Oui, exactement. Ils s'inscrivent dans la droite lignée de Saint-Simon. Dans son testament, d'ailleurs, Edmond appelle Saint-Simon son maître et vraiment, il se place sous son patronage. Et donc, l'idée, effectivement, c'est pas de faire des grandes fresques, des grandes idées, c'est de faire une galerie de portraits et à partir de cette galerie de portraits, de comprendre un siècle. Et ce qui est amusant, c'est qu'on sait que ils peinent généralement avec les idées générales, c'est-à-dire que pour eux, les plus grands philosophes, ce sont deux philosophes complètement mineurs du XVIIIe siècle. Que par exemple, quand leur ami Taine va essayer de leur parler de son livre qui s'appelle justement De l'intelligence, les Goncourt s'enfuient à toute allure et vont fumer un cigare avec Théophile Gautier. Donc il y a une sorte de mépris effectivement de ces systèmes de pensée. Et puis il y a la question de que faire de ce journal. Oui, que faire de ce journal? Alors il y a Edmond, bien sûr, qui termine le journal. Jules est mort en 1870. Je vous propose une lecture du testament d'Edmond Goncourt par Michel Bouquet. C'était en janvier 1973. La lecture, bien sûr. Après ma mort, il sera trouvé dans ma petite armoire de boulle, placée dans mon cabinet de travail, une série de cahiers portant pour titre « Journal de la vie littéraire », commencé par mon frère et moi le 2 décembre 1851. Je veux que les cahiers auxquels on joindra les feuilles volantes de l'année courante, qui seront dans un buvard placé dans un compartiment de ma bibliothèque, près de ma table de travail, soient immédiatement cachetés et déposés chez Maître Duplan, mon notaire, où ils resteront scellés 20 ans. Au bout desquels ils seront remis au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale et pourront être consultés et livrés à l'impression. Edmond Goncourt, dont nous venons d'entendre un extrait du testament lu par Michel Bouquet, nous avons ici ce projet qui est presque une menace en fait, cette petite armoire qui cache en fait le trésor qui contient des secrets sur tout le monde littéraire depuis tant et tant d'années. En fait, le projet d'Edmond Goncourt est de maintenir ce journal secret 20 ans après sa mort. Pourquoi? Pour ne pas blesser les gens? Pour ne pas blesser les gens, non, ça je pense qu'il avait conscience qu'il les blesserait et surtout 20 ans après sa mort, beaucoup des gens dont il parle seraient présents. Je pense que c'était pour s'assurer que le journal soit publié. Et ce qui est amusant, c'est que justement il fonde son académie en lui laissant pour tâche le respect religieux de sa mémoire et le soin de publier le journal. Et puis, comme on vient de l'entendre, ils vont se le passer comme un bonbon empoisonné en essayant de cacher ce manuscrit un peu embarrassant. Et donc, ils vont à tout prix essayer de retarder le plus possible la publication de ce journal. Ça donnera lieu à des choses assez cocasses. Edmond Goncourt est mort en 1896. 20 ans après, c'est 1916. Première Guerre mondiale. Hop, on se sert de ce prétexte-là pour repousser la publication. Et puis, à la fin de la guerre, le Mercure de France, le Matin, qui sont des grands quotidiens, dépêchent des huissiers à la BNF, la Bibliothèque nationale, pour récupérer les extraits du journal qui sont sous scellés, en espérant récupérer plein d'anecdotes croustillantes sur tous leurs contemporains. Et le ministère de l'Éducation va venir au secours de l'Académie Goncourt en prolongeant les scellés, en disant que ce manuscrit est contraire à l'ordre public et donc en interdisant la publication. Et donc cet interdit sera prolongé pendant assez longtemps, puisque la première édition du journal, ce sera 1956. Oui, ce qui est très tardif pour cette première édition du journal des frères Goncourt. Pourquoi l'Académie Goncourt, qui est là pour préserver la mémoire des frères Goncourt, ne veut pas la publication de ce journal? Parce que nous voyons aujourd'hui que c'est ça qui fait œuvre aussi dans la carrière des Goncourt. Donc il y a aussi peut-être pour l'Académie un désir de respectabilité. Il ne faut pas voir toutes ces insultes, il vaut mieux les cacher et les laisser enfermés à la Bibliothèque nationale. Sans doute, on se disait que c'était mieux pour Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt pour
pour leur image, mieux pour l'académie, et sans doute aussi beaucoup mieux pour les académiciens, puisque dans les premiers académiciens, la plupart avaient connu directement Edmond de Goncourt, et donc étaient cités dans le journal, et notamment Jules Renard, par exemple, disait « Dans 8 ans, il faudra publier le journal d'Edmond de Goncourt, on tremble, Edmond disait tout ». Et donc, ils avaient vraiment peur d'être les premières victimes, en fait, de ces boules puantes. Mais malgré tout, on sent une curiosité. Elle n'arrête pas. Vous l'avez évoqué, Pierre Ménard, à plusieurs moments, il y a la recherche de faire publier ce journal parce que c'est quelque chose qui est toujours présent. Je vous propose une archive. C'est Roland d'Angelès, donc l'écrivain, qui entre à l'Académie Goncourt en 1929. L'Académie qu'il préside ensuite après la Seconde Guerre mondiale. Il la préside de 1954 à 1973, à sa mort. Et bien là, en 1956, à la radiodiffusion française, Roland d'Angelès évoque ses souvenirs de l'Académie Goncourt. Quand j'ai été élu chez les Goncourt, j'ai commis l'imprudence de parler aussitôt à la table de la publication éventuelle du journal. J'ai senti comme une gêne autour de la table. Certains, comme le cher Paul Neveu, me faisaient signe discrètement que mieux valait ne pas entamer ce sujet. Et on m'a fait comprendre que mes devanciers avaient été, eux, nettement, pour la plupart, hostiles à la publication, et notamment Geffroy. Gustave Geffroy était absolument opposé à la publication, et il l'avait écrit. Il craignait qu'il n'y eût dans le journal des choses qui puissent blesser certains écrivains, et peut-être déplaire, croyait-il, à la famille Daudet. Pourtant, je crois honnête de dire que jamais Daudet n'a opposé la moindre protestation à la publication possible de ce journal. Pierre Ménard, nous venons d'entendre Roland d'Angelès qui évoque ce journal. Il y a une fascination de ce journal et étonnamment sans même pouvoir le lire. Il y a une construction presque mythique autour de cette œuvre des Goncourt. Oui, chacun, quand on cache les choses, chacun s'imagine le pire. Et effectivement, le peu qu'il y avait déjà eu avait de quoi émoustiller. Et donc, il y avait une vraie curiosité. D'ailleurs, quand le journal a été publié, je crois qu'il s'est extrêmement bien vendu. Quand il a été publié en entier, je crois qu'il y a 60 000 exemplaires qui se sont vendus en un an. Donc, un score de vente vraiment très élevé. 100 ans après sa rédaction. Et puis, il y a une réflexion à avoir autour de ce journal des Goncourt, donc publié 100 ans après la rédaction. Pour l'historienne, comme document historique, vous, le biographe des Goncourt, Pierre Ménard, il y a quelque chose de difficile avec cette œuvre déjà massive, c'est très gros à lire, et puis il faut réussir à expurger toutes les critiques. En fait, c'est un travail au scalpel pour essayer de relever le sentiment du temps, vous savez, cet air du temps qu'il est toujours difficile de saisir. Le journal des Goncourt, c'est un très beau document, mais très compliqué à utiliser, tellement les Goncourt sont dans leur écrit. Oui, c'est déjà extrêmement volumineux. L'édition complète qu'on a aujourd'hui chez Robert Laffont, je crois que ça fait 3 fois 1500 pages. Et dedans, il y a du bon, du très bon, de l'excellent et puis du très mauvais aussi. C'est-à-dire que vraiment, il voulait tout raconter donc sur les gens qu'il rencontrait. Donc ça peut être aussi bien Flaubert ou Théophile Gautier, ce qui est passionnant, que le petit groom qu'ils avaient engagé pour ouvrir la porte aux invités. Enfin, des gens pas forcément très intéressants. Et puis surtout eux-mêmes. Alors eux, vraiment, c'était comme si c'était le Christ ou Jules César. Ils veulent absolument tout laisser de ce qu'ils ont vu, pensé, senti. Donc ils vont raconter leurs migraines, la couleur de leurs excréments. Ils vont raconter leur menu au restaurant, combien ils ont laissé en addition, en pourboire, etc. Et ce qui fait que c'est parfois effectivement assez fastidieux à lire. Et puis, il faut savoir faire la part des choses, parce que dans cette volonté de faire des portraits un peu au vitriol, ils ont tendance parfois à s'arranger un peu avec la vérité. Et ce qui est notamment le cas, on le voit quand Edmond de Goncourt était seul. On a des témoignages, le journal commence à être publié donc dans les années 1880, et puis des gens lui écrivent des lettres, on a plein de lettres, toute sa correspondance est conservée, et qui disent « Par pitié, monsieur, supprimez le passage où vous racontez que pendant une bataille, le général ouvre le crâne d'un soldat, sort le cerveau pour graisser son canon. Celui qui vous l'a raconté est le plus grand des menteurs. » Et Edmond de Goncourt la laisse quand même. Et puis Jean Lorrain, qui était un de ses amis, qui lui s'était fait une spécialité là-dedans, qui s'amusait à lui raconter absolument n'importe quoi en se demandant si ça allait passer dans le journal, et à chaque fois ça passe. Et puis on a tous ceux qui veulent en profiter pour se venger d'une maîtresse, d'un usurier, et qui donc disent une horreur en sachant que comme ça, pour la postérité, ça passera.
Il s'est passé effectivement pour la postérité. Pierre Ménard, vous êtes jeune, vous êtes né en 1991 et même pas 30 ans. Comment on tombe dans le journal des Goncourt? En fait, en travaillant, en préparant cette émission et en donc feuilletant ce journal des Goncourt, il y a un véritable écho à notre temps présent. Si les Goncourt avaient disposé des réseaux sociaux, s'ils avaient pu être sur Facebook ou Twitter, ils étaient déjà aptes en fait à faire ce qui est à la mode aujourd'hui. Oui, je pense que paradoxalement, les Goncourt parlent tout le temps du XVIIIe siècle, mais il y a une époque dans laquelle ils auraient été particulièrement à l'aise, en tout cas en vue. C'est vraiment aujourd'hui. Ils auraient pu être polémistes dans une émission de télévision ou avoir une chaîne sur des réseaux sociaux. Je pense qu'ils auraient eu beaucoup de succès. Ils ont toujours le petit mot méchant, le petit commentaire acéré, et donc à mon avis, ils auraient eu beaucoup de succès aujourd'hui. Et le sens de la formule. Et toujours le sens de la formule. Par exemple, on peut en citer quelques-unes, mais Baudelaire, il l'appelle le Saint-Vincent de Paul des croûtes retrouvées, une mouche à merde en fait d'art. Donc toujours ce mot assez méchant, mais qui va bien caractériser la personne. Je vais vous faire écouter, Pierre Ménard, une archive qui est une archive où nous entendons André Billy, donc un autre biographe des Goncourt, mais d'un autre temps, des années 1950, lors des grandes conférences diffusées le 30 juin 1958. Vous allez voir, le journal des Goncourt est un serpent de mer. C'était une de ces plaisanteries bien littéraires dont nous étions coutumiers de notre jeunesse, comme c'est loin. Mais en 1916, on était en guerre. Desfou dut donc attendre 1918 pour reprendre sa campagne. Or, en 1918, Séard, qui avait inspiré Desfou au début, avait passé, si j'ose dire, de l'autre côté de la barricade. Il avait été élu à l'Académie Goncourt. Et c'est lui qui, accompagné de Gustave Geffroy, se présenta rue de Richelieu pour se rendre compte de ce fameux journal inédit dont tout le monde parlait et que personne n'avait vu en réalité. Était-ce la première réaction de l'Académie contre les mises en demeure que les journaux lui adressaient de publier le journal inédit? Non, je crois qu'à cette époque, elle avait déjà par 2 fois obtenu du ministre de l'Instruction publique que la communication du journal fût interdite. André Billy, biographe des Goncourt, qui dit que le journal des Goncourt est le Léviathan. Alors vous, Pierre Ménard, quand vous lisez le journal des Goncourt aujourd'hui, avec votre jeunesse, il faut le dire, vous n'avez pas 30 ans, est-ce que vous les trouvez violents, plus violents en fait que ce qu'on peut voir aujourd'hui publié sur les réseaux sociaux? Est-ce que ce Léviathan est toujours d'actualité par la violence? Est-ce que ceux qui veulent polémiquer pourraient s'en inspirer? Alors, il y a quand même une différence majeure, je pense, c'est que les Goncourt écrivent plutôt bien, en tout cas leur journal. Dans leur roman, peut-être qu'on aura l'occasion de parler un peu de leur style, mais leur journal est vraiment très fleuri. Il y a vraiment un travail sur la langue qui est fabuleux là-dedans et qui fait que, même si c'est très méchant, même si c'est faux, c'est extrêmement agréable à lire. Alors ça, je pense, fait une grosse différence avec les attaques des réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, ça c'est la chose essentielle que vous venez de dire, Pierre Ménard. Si le journal des Goncourt a connu le succès, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils reflètent une époque, sans doute, ils reflètent cette fin du 19e siècle, le monde littéraire, mais aussi parce qu'il y a une vraie qualité d'écriture, et c'est cette qualité qu'on retrouve dans les romans, mais des romans, malgré tout, eux, complètement oubliés. C'est-à-dire que les ouvrages des Goncourt, le plus connu est sans doute Germiny Lacerteux, je ne sais pas s'il y en a d'autres plus connus, mais ces romans ne sont plus tellement lus. Les romans ne sont plus tellement lus, enfin plus du tout. Ils sont quand même réédités en poche aujourd'hui. Effectivement, Germiny Lacerteux, je pense que c'est un roman à sauver, c'est-à-dire que il y a beaucoup moins de puissance, par exemple, que chez Zola, que chez Balzac. En revanche, il y a quand même une démarche qui est vraiment passionnante dedans. La raison pour laquelle les romans ont mal vieilli, à mon avis, c'est le style. Autant le journal, vraiment, il y a un style qui est très agréable, très frappant, parce que c'est un exercice qui est assez libre. C'est-à-dire que ça vole au fil de l'eau, ils écrivent ça le soir même. Dans leurs romans, vraiment, il y a un travail sur le style qui en fait quelque chose d'assez lourd. Les Goncourt vraiment se vivaient comme des êtres à part, de véritables artistes, et donc ils avaient voulu inventer une langue qui leur soit propre, qu'ils ont appelé le style artiste, et qui consiste principalement en 2 choses. La première,
c'est que la phrase épouse le mouvement de l'action. Ce qui fait qu'ils vont avoir tendance à étirer complètement la phrase, mettre une suite de mots comme ça, qui parfois devient extrêmement lourde, c'est-à-dire qu'on a des doubles ou des triples pléonasmes, la phrase qui à la fin ne veut plus rien dire, et puis des phrases extrêmement longues. Quand ils vont décrire une scène de nuit, par exemple, ils vont tout décrire comme si c'était un tableau. Donc ils vont parler de la lune, une page sur la lune, les effets de la lune, la couleur de la lune, l'effet de la lune et du vent sur les feuilles d'arbres qui ne sont pas toutes de la même couleur. Donc quelque chose d'assez fastidieux. Et puis surtout, un travail sur le vocabulaire. Pour eux, c'est vraiment comme des pierres précieuses qu'il faut enchasser. Et donc, ils vont chercher du vocabulaire dans des vieux grimoires. Et puis, quand ils ne le trouvent pas, ils vont l'inventer. Ce qui donne des belles trouvailles parfois. Par exemple, figarotin pour abonner au Figaro, lèche-culatif pour des faillots, poulomanie pour les gens qui aiment bien le poulet. Des choses assez amusantes comme ça. Des mots qu'on utilise aussi tous les jours aujourd'hui. Par exemple, américanisation. C'est eux qui inventent le mot et qui parlent du concept d'ailleurs, qui disent que les États-Unis sont en train de se développer et qu'un jour ça va être, ils vont dominer le monde et que la France ne fera que les copier. Mécanisation ou talentueux. Et puis à côté de ça, on a aussi tout un fatras de mots qui ne veut absolument rien dire ou qui est extrêmement lourd. Par exemple, insomnieux, catastropheux. Pour parler d'une feuille d'arbre qui tombe, ils vont parler de son chutement, du pardonnement, de l'accumulement. Et ce qui donc va créer aussi beaucoup de critiques à leur encontre. Par exemple, André Gide disait qu'il lisait les Goncourt pour apprendre comment il ne fallait pas écrire. Merci beaucoup Pierre Parane, Toscane Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade et Amélie Perrault. Demain, direction le XVIIIe siècle, l'écriture de soi. Oui, nous partons à la rencontre de 3 femmes qui